Salutations amis fans du Démon Cornu et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'univers du démoncornu.com, www.l'universdudémoncornu.com, émission review dédiée à la dernière sortie VF en date. Ça faisait très longtemps qu'on l'attendait, le premier volume de l'ongoing Hellboy en enfer, enfin dispo en France un mois avant nos confrères américains, et ça pète grave la classe. En plus de ça, que du bonheur, Delcourt a gardé la nouvelle typo de la série Hellboy in Hell, c'est vraiment super. Ils ont également gardé la couverture du TPB original, et ça c'est vraiment super. Seul petit point qui change, de Hellboy in Hell The Descent, on passe à Hellboy en Enfer Secret Family. Pourquoi un changement de titre comme ça? J'en sais rien. Sûrement que Delcourt a voulu capitaliser sur le fait qu'on voit dans ce volume quelques-uns des membres de la famille de Hellboy. Je pense, à mon avis, c'est un moyen quelconque, parmi tant d'autres, d'attirer plus facilement le regard du chaland, le regard du lecteur VF qui passera en rayon. Tiens, la famille, on voit la famille de Hellboy dedans, youpi, on va l'acheter. Peut-être, j'en sais rien du tout. Et également, parce que j'ai pu constater que le changement opéré par Delcourt, parce qu'au départ, ils avaient... les fiches produits de l'album, ils avaient affiché une couverture différente de celle-là. Et cette couverture, en fait, c'était la variant cover du premier numéro de Hellboy in Hell. Variant cover montrant Hellboy tenant une épée dans la main gauche, se tapant un bond de 2 mètres et à 2 doigts de fracasser la tête à un démon. Donc ça, c'était la première couverture diffusée par Delcourt, avant qu'il ne diffuse cette couverture-là. Et bon, à droite, à gauche, je me dis, ah bah merde, je préférais l'ancienne. Moi perso, je vais expliquer pourquoi, je préfère celle-là. Déjà parce que c'est respecter le créateur de la couverture, c'est respecter ses intentions artistiques, et surtout c'est respecter l'œuvre originale. Maintenant, dans un deuxième sens, on pourrait également dire que si Delcourt avait mis la variant cover du premier numéro de Hellboy in Hell, ça aurait créé également une rupture de ton beaucoup trop forte par rapport à ce qui se trouve à l'intérieur de ce volume. À aucun moment on voit Hellboy fracasser du démon à grands coups de glaive ou d'épée de Jason Momoa dans Game of Thrones. Pas du tout. Mignola ne s'est jamais caché par rapport à ça. Lui, quand il produit une couverture, c'est avant tout pour essayer de distiller une ambiance, une atmosphère, plus entre guillemets de répondre au carcan commercial d'aujourd'hui qui veulent qu'il faille produire des couvertures explosives qui attirent tout de suite le regard, on va dire, du prospect, du client, lorsqu'il rentre dans un comic shop. Mignola se détache clairement de ça, et je pense qu'il est important de respecter cette intention artistique en gardant des couvertures de Mignola qui misent avant tout sur l'ambiance et sur une composition souvent abstraite et souvent, on va dire, complexe. Donc voilà, on évite la rupture de ton, on respecte l'œuvre artistique, originale, on respecte les intentions de l'auteur. Bref, c'est que du positif, donc merci à Delcourt d'avoir gardé la couverture originale. Donc tout d'abord, ce volume marque le grand retour de Mike Mignola au dessin, et ça déjà c'est pas rien, c'est un excellent argument commercial. D'ailleurs Delcourt a bien mis un sticker sur le volume avec marqué le retour de Mike Mignola au dessin, pour que ça percute à donf avec le secret de famille, ça va bien se vendre. Deuxièmement, ce volume reprend là où s'était arrêté le précédent, ce qui est plutôt logique, donc c'est-à-dire à la mort de Hellboy, et nous montre du coup l'arrivée de Hellboy en enfer, et ce volume va le suivre lors de ses premiers pas hésitants dans son nouvel environnement qui suivra Hellboy jusqu'à la fin de la série, puisque à partir de là, pas de retour de Hellboy sur Terre. Hellboy restera en enfer. Oui, mais non, on y reviendra peut-être plus tard si j'oublie pas, et si je me perds pas en cours de route, plutôt au cours de cette émission. Donc juste avant de détailler ce qui se passe à l'intérieur, je tiens juste à revenir sur le premier chapitre de ce volume, à la composition absolument magnifique, exemplaire et ultra intelligente, puisque le premier numéro, donc The Descent, sera, vous pourrez le constater, presque exclusivement composé de cases verticales, alors que normalement dans un comic book, c'est surtout des cases horizontales. Donc pourquoi un tel choix de la part de Mignola? Il n'y a pas besoin d'aller chercher super loin pour le comprendre, tout simplement pour symboliser la chute de Hellboy physiquement dans le royaume des enfers, puisqu'il se casse littéralement la gueule de la terre vers les enfers, et surtout pour montrer la chute du personnage en tant que tel. Donc c'est une symbolisation, on va dire une représentation symbolique de ce qu'est le personnage à l'intérieur, puisque au-delà de la représentation verticale de la chute du personnage,
Ceux qui ont un œil un minimum aguerri auront remarqué ou remarqueront que Hellboy, n'importe quoi, tout au long de ce numéro, ou en tout cas sur les 4 premiers chapitres, n'a pas sa couleur rouge habituelle. Il passe d'un jaune, marron, vert, en grosso modo en fait la couleur de Hellboy, le rouge, on va dire écarlate vif de Hellboy sur les 4 premiers numéros est remplacé par des variations de vert, de marron et de jaune, et ces variations en fait sont calquées, plutôt sont basées sur l'environnement qui entoure Hellboy. Hellboy retrouve sa couleur rouge à la toute fin du 4e chapitre, lorsqu'il accepte sa nouvelle condition et surtout lorsqu'il accepte son nouvel environnement. Il allume une de ses fameuses cigarettes, donc geste ultra symbolique, et reprend par là même sa couleur rouge. Donc d'un point de vue séquentiel, c'est les cases verticales, et d'un point de vue graphique, c'est la couleur. Pourquoi? Tout simplement parce que Hellboy, dans les 4 premiers numéros, bouge très très peu. Il est surtout et essentiellement baladé par Edward Grey Witchfinder, qui sera entre guillemets son guide lors de son arrivée dans le royaume des enfers, et qui ne le lâchera qu'à la fin du 4e numéro. Donc Hellboy bouge très très peu, il est baladé, il y a même beaucoup, je vais essayer de vous retrouver ça, il y a même pas mal de cases montrant le personnage littéralement perdu, ou si ce n'est complètement absorbé. Alors attendez, juste que je vous retrouve ça, par son nouvel environnement. Donc c'est vraiment quelque chose qui, d'un point de vue, on va dire, écriture, est extrêmement fort, puisque regardez, donc la case, voilà où on le voit complètement paumé, une pleine page. Puisque jusqu'à maintenant, Hellboy s'est toujours montré un personnage très très fort, qui refuse toute forme d'autorité, qui fait tout ce qu'il a envie de faire, mais plongé en enfer. Et littéralement un pantin, mais clairement un pantin dirigé par Edward Grey, et vraiment tout ça, que ce soit d'un point de vue séquentiel ou graphique, et même au niveau de la couleur, est merveilleusement bien raconté. Donc l'appui est très très fort, et j'espère que vous saurez profiter de ça également au cours de votre lecture. Donc il se passe pas mal de trucs. Tout d'abord, donc c'est la rencontre de Witchfinder et Hellboy. Hellboy qui rencontre Witchfinder sous sa véritable forme, et qui va, comme j'ai pu le dire, être son guide sur les 4 premiers numéros de l'ongoing, avant de le laisser voguer de ses propres sabots jusqu'à la fin de la série Hellboy. Deuxième gros événement à prendre en compte, c'est tout simplement la mort de Satan. Même si ça ne nous l'est pas montré graphiquement, ça nous l'est expliqué. Oui, Hellboy tue Satan dans ce premier volume. Pourquoi? Alors pourquoi un tel acte, on va dire, suicidaire? Tout simplement pour symboliser, on va dire, je pense, le premier vrai choix de Hellboy en tant qu'homme libre. Puisqu'on le sait, Hellboy a quitté le BPRD à la fin du volume Le Ver Conquérant, suite à une décision douteuse du BPRD à laquelle Hellboy n'avait pas participé. Donc c'était en l'occurrence, je crois, d'avoir foutu une bombe à l'intérieur de Roger. Donc suite à ça, Hellboy se désolidarise du BPRD et décide de voguer de ses propres ailes et va jusqu'en Afrique. Mais de ce moment-là et jusqu'à la fin du dernier volume de Fegredo, Hellboy a toujours avancé sous des pressions, menaces et des enjeux auxquels il ne voulait absolument pas adhérer. Je pense donc au trône d'Angleterre, je pense au prêtre de l'Ogdru Jahad qu'il a rencontré dans The Island. Donc vraiment, jusqu'à sa mort, Hellboy a surtout été, on va dire, un pion sur une sorte d'échiquier géant. Donc en tuant Satan, il décide simplement de s'amender de tout ça, et de faire pour la première fois de sa vie un choix mûri et réfléchi, de se débarrasser dès le début de toutes les pressions ou de tous les enjeux qui pourraient planer sur lui, de zigouiller Satan. À partir de là, plus personne ne voudra de sa main droite, plus personne ne voudra en théorie de sa capacité à réveiller l'armée des enfers pour aller niquer la gueule au paradis, et en parallèle niquer la gueule à la terre. Donc il faut vraiment voir, d'autant plus que la scène est plutôt expédiée, dans cet acte-là, un acte de rédemption, un acte libérateur pour notre personnage. Donc d'un point de vue narratif, c'est plutôt très très fort, et d'un point de vue séquentiel, c'est magnifiquement bien fait, puisque en parallèle des cases montrant Hellboy, ou plutôt ne montrant pas Hellboy arriver jusque dans l'antre de Satan pour le tuer, le tout est basé, regardez on va dire la composition, la séquentialité choisie par Mignola. Derrière, donc un texte, je crois, qui est tiré de Macbeth, il faut le faire. On voit surtout donc Hellboy s'avancer, et on voit une dague tomber sur le sol et émettre un énorme clang. Donc ça, cette case-là est super importante, puisqu'elle va être reprise dans d'autres séries,
spin-off de Hellboy. La dernière fois que je l'ai vu, je crois que c'était il y a 2 mois, et c'était dans un numéro de l'ongoing Ape Sapien. Pour vous dire à quel point ce clang, derrière on va dire la case graphique, c'est surtout en fait la résonance du clang qui va avoir des échos dans plusieurs des séries issues du Hellboyverse. Et ça c'est juste absolument, c'est juste génial quoi. C'est-à-dire qu'on a un événement qui se déroule dans les enfers, mais les contre-coups de cet événement, on va pouvoir y assister dans, comme je vous l'ai dit, Ape Sapien, et également dans BPRD, dans la mini-série BPRD Hell on Earth, A Cold Day in Hell, où on peut voir le démon qui est à l'intérieur du corps de Varvara. À un moment donné où il est dans la merde, il va se tourner vers les enfers, il va appeler en fait un pote à lui, un allié à lui, afin de l'aider pour venir niquer la gueule à un mec qui est sur Terre. Problème, c'est qu'au moment où il appelle son pote à la rescousse, on voit le cadavre de son pote être bouffé par plein de petits démons. Et ça, c'est une résonance, c'est un écho direct au geste de Hellboy. Donc tout ça pour vous dire que vraiment la construction générale du Hellboyverse est tout simplement sublimée et magnifiée par une seule et putain de case. Et si ça, c'est pas du génie, moi, je sais pas ce que c'est. Donc, en dehors de cet événement, on peut également assister à un truc que j'ai vraiment trouvé absolument génial. C'est la rencontre entre Hellboy et ses 2 frangins. Ça, putain, ça faisait longtemps qu'on l'attendait, d'autant plus que Delcourt l'a parfaitement compris, puisque le titre de son volume est Secret de famille. Donc, on peut voir l'oncle de Hellboy, donc le frère du père de Hellboy, ce qui est Astaroth, faire rencontrer Hellboy avec ses 2 frangins, et surtout mentionner une sœur, ce qui explique donc tes 2 frères sont là, mais ta sœur n'a pas voulu venir. Donc, les 2 frères et Astaroth finissent par se faire bouffer par le Léviathan. Donc ceux qui auraient voulu comprendre quelque chose à cette scène risquent d'être déçus, puisque Mignola a récemment annoncé qu'en fait si il a terminé la scène comme ça, c'est qu'il ne savait pas comment la terminer autrement. Il s'est dit je vais mettre un élément comique, je vais faire sortir un gros Léviathan, faire bouffer tout ce monde par le Léviathan, et faire expliquer après que si le Léviathan a bouffé ces gars-là, c'est parce qu'en fait il avait un différend avec Astaroth. C'est marrant, ça tombe vraiment on va dire comme une merde sur une planche, mais ça fonctionne parfaitement. Au niveau de la sœur, parce que je voulais vraiment m'attraquer ce point-là, et je me tourne vers ce graphic novel qui n'est pas encore sorti en France, donc là, spoil alert, si vous ne voulez pas assister au truc. Hellboy The Midnight Circus, dessiné par Duncan Fegredo, est sorti, si je dis pas de bêtises, l'année dernière. Et bien dans ce volume qui nous raconte une histoire se situant dans le passé, dans la jeunesse de Hellboy, un volume en fait où on voit Hellboy découvrir un cirque maléfique et fuir, bon ça c'est le sous-texte de l'histoire, fuir ses responsabilités prochaines d'adulte. Mais la première ligne de lecture qu'il faut garder, c'est qu'à un moment donné on voit Astaroth avec une femme démon, une démone, et à la toute fin du volume, en fait Astaroth, lorsqu'il s'adresse à cette démone, la nomme Gamori et surtout nous explique que c'est sa nièce, puisque lorsqu'elle parle, Gamori parle à son oncle Astaroth, elle l'appelle mon oncle, en sachant que Astaroth est le frère du père de Hellboy, et donc voilà, la sœur de Hellboy se situe donc dans The Midnight Circus, Gamori. Et pareil, pour rester dans le fait que l'univers de Hellboy est magnifiquement bien construit, on peut voir sur la dernière case, Gamori dire à Astaroth « Ok, je ne vais pas tuer Hellboy petit, je vais respecter votre décision, du moins jusqu'à temps que vous ne soyez pas mort. » Et Hellboy, on voit justement Astaroth mourir. Donc là, à partir de là, je pense que ça va aller très vite. À un moment donné, Hellboy va rencontrer Gamori et ça va être la méga grosse merde. C'est génial! Donc, revenons sur le dernier numéro de cette BD, donc Hellboy in Hell, The Three Gold Whips en VO, qui est devenu Hellboy les trois fouets d'or, donc la bonne traduction de la part de Delcourt. Donc, cette histoire a 2 trucs de vraiment super intéressants. Le premier, c'est le fait qu'il pose de manière, on va dire, indéfectible, le fait que Hellboy, en tuant Satan, est devenu un être maudit du début jusqu'à la fin. Jusqu'à son arrivée en enfer, Hellboy pouvait être considéré comme un être maudit de par sa main droite, qui le condamnait à être, jusqu'à la fin de sa vie, la bête de l'Apocalypse. Mais en tuant Satan de la main gauche, Hellboy, en enfer, est toujours un être maudit, puisque sa main gauche porte, on va dire, les stigmates, ou en tout cas la responsabilité de la mort de Satan et de toute la merde qui va en découler. Donc pour le moment on n'a pas trop d'aperçu de ça, sauf si on se réfère aux autres séries issues du Hellboyverse qui se font l'écho de ce geste suicidaire, mais pour le moment voilà, c'est juste
expliqué par une sorte de sorcière que Hellboy rencontre, mais ça laisse rêveur par rapport à ce qui va se passer par la suite et par rapport à tous les enjeux que ça va débloquer derrière. Deuxième élément super intéressant, donc là je sais pas si ça va parler à beaucoup de gens, c'est la présence dans cette histoire du serpent de l'histoire, The Magician and the Snake, publié en VF dans le volume L'homme à la tête de vis. En bonus de L'homme à la tête de vis, Delcourt a eu l'excellente idée de publier des histoires jamais reliées de Mignola, dont une histoire, Le serpent et le magicien, qui à l'époque avait été écrite par la fille de Mignola, Cathy Mignola, qui avait 7 ans. Et Cathy Mignola, à l'époque, et pour l'anecdote, avait gagné un Eisner Award de la meilleure histoire courte, à 7 ans. Elle reste encore à ce jour la plus jeune lauréate d'un Will Eisner Award. Ça voulait juste deviner le niveau de puissance de la famille de Mignola. Donc à l'époque, Mignola avait écrit une histoire en se basant sur un scénario écrit par sa fille, une histoire publiée dans je sais plus quoi, qui avait été reliée après coup en VF dans le volume L'homme à la tête de vis, et plus tard en VO dans le volume The Amazing Screw on Head, L'homme à la tête de vis en VF. Et ben dans cette histoire, The Three Gold Whips, on revoit le serpent de cette histoire, et puis on revoit surtout la statue du magicien, dieu de l'histoire, The Snake and the Magician, ou The Magician and the Snake, je ne sais plus dans quel ordre faut le dire. Donc deux choses, soit Mignola a voulu rendre hommage à cette histoire et à sa fille en incluant dans une histoire Hellboy in Hell des éléments graphiques qui ramènent à cette histoire précédemment publiée, ou tout simplement Mignola cherche à emboîter des pièces de puzzle dispersées un petit peu partout sur ces 20 dernières années, en liant le tout et en nous indiquant que l'histoire de The Magician and the Snake se déroulait en fait, au moment de sa sortie il y a des années, en enfer. Donc la réponse officielle n'a jamais été donnée par Mignola, en même temps je vois pas trop l'intérêt, il faut aussi que le lecteur se fasse sa propre idée de ce qu'il lit. Donc aucune réponse officielle, mais pour moi je pense plutôt trancher du côté The Magician and the Snake se déroulait en enfer, et du coup c'est pour ça qu'on revoit les personnages et la statue de cette histoire dans Hellboy in Hell. Et voilà, tout ça pour vous dire que même à ce niveau-là, Mignola étonne, Mignola surprend, et Mignola tout simplement nous met une grosse claque de narration, de séquentialité et de graphisme, et surtout de colorisation grâce au génie de Dave Stewart.